Donc bonjour à tous et merci à toutes et à toutes d'être là aujourd'hui avec nous pour ce nouveau atelier transition, donc 1 heure pour comprendre. Aujourd'hui, on va parler de modèle économique durable, d'entreprise durable. Cet atelier fait suite à un atelier qui a été aussi présenté par Audrey en début d'année sur les limites planétaires. Et on vous en enverra, voilà, si vous n'y avez pas assisté, ce n'est pas très grave, on vous enverra le lien vers le replay dans l'email qui va suivre cet atelier. Aujourd'hui, on va parler de comment en fait mettre en place et changer son modèle économique pour le rendre plus durable. On parle beaucoup de transition, mais concrètement, comment ça va impacter les entreprises. Et du coup, Audrey va partager avec vous à la fois donc, justement le comment faire, quels sont aussi les outils qui sont disponibles, les écueils à éviter bien sûr, et vous donner aussi quelques retours d'expérience. Je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je laisse la parole donc à Audrey, qui est donc journaliste scientifique et une experte sur tous les sujets liés à l'écologie. Voilà, Audrey, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour cette introduction. Je vais vous partager une présentation voilà, pendant mon exposé. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien mon écran? Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, donc, je suis journaliste scientifique et spécialiste des limites planétaires, hein, parce que c'est le cadre sur lequel on va se baser aujourd'hui. Moi, je suis ingénieure de formation, mais j'ai une double formation puisque bah, je suis aussi une alumni, j'ai un master à l'ESSEC et 10 ans de carrière derrière moi dans le marketing. Et j'ai bifurqué ensuite pour me consacrer au journalisme et à la vulgarisation scientifique. Donc, je suis revenue à mes premières amours et à la transmission des infos scientifiques et à destination d'ailleurs de tout public, hein, puisque j'ai travaillé pendant près de 10 ans pour le magazine Science et Avenir et ensuite pour le magazine Ça m'intéresse, donc dans l'idée de pouvoir voilà, transmettre finalement le contenu scientifique à tout public. J'ai eu une prise de conscience autour des enjeux écologiques, c'était vers 2018, et j'ai mené à cette occasion une enquête sur les limites planétaires via un livre et un podcast qui s'appelle Dernière limite, où j'interroge les meilleurs experts sur le sujet pour faire à la fois le constat et puis voir aussi quels sont les leviers d'action. Et c'est un peu la substantifique moelle de ce que j'ai appris pendant cette enquête et ensuite bah, tout au long de mon travail sur ce sujet des limites planétaires que je vais aussi vous transmettre aujourd'hui. J'enseigne les limites planétaires à Centrale Supélec. Je suis aussi formatrice en entreprise et je fais des conférences. Et puis en parallèle, je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle les JNE, les journalistes écrivains pour la nature et l'environnement, qui rassemble plus de 200 professionnels qui sont voilà, mobilisés sur ces sujets pour mieux parler d'environnement, mieux et plus parler d'environnement. Donc, moi, comme que le disait Claire, j'ai déjà fait une présentation, un webinaire sur les limites planétaires en détail. Donc là, je vais pas évidemment revenir en détail sur ce sujet, mais quand même, c'est nécessaire d'avoir un petit peu d'informations avant qu'on rentre dans la partie entreprise et qu'on voit comment on pourrait appliquer les limites planétaires à l'entreprise et qu'est-ce que ça changerait dans les business models. Pour cela, je vais quand même refaire une petite introduction rapide sur où on en est des limites planétaires. Malheureusement, on est pleinement dans l'actu, puisqu'une septième limite planétaire, vous l'avez peut-être vu passer, une septième limite planétaire vient d'être dépassée, donc 7 sur 9. Donc là, les scientifiques qui ont conçu ce modèle, hein, ils l'ont conçu un peu comme un tableau de bord géant, un tableau de bord mondial. Sur ce tableau de bord, imaginez que vous êtes dans une voiture, et bien sûr, le tableau de bord aujourd'hui, c'est 7 voyants
qui sont dans le rouge et qui clignotent. Donc, l'objectif, c'est vraiment de nous avertir sur le dépassement des limites écologiques et qui assure la survie de l'humanité sur Terre et bien sûr du reste des vivants. Donc tout ça pour dire que nous ne sommes pas vraiment dans une bonne configuration et qu'il faut tout de suite changer de trajectoire. Voilà, si nous sommes dans ce véhicule, ça nous conseille de changer très très vite de trajectoire et puis aussi de se pencher sur qu'est-ce qui dysfonctionne, hein, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, pour un peu réparer aussi notre véhicule et éviter de foncer droit dans le mur. Rapidement, c'est quoi les limites planétaires? En fait, ce sont des scientifiques qui, en 2009, se sont penchés sur cette question. Quels sont les 9 équilibres, quels sont les équilibres naturels qui sont absolument indispensables à notre survie sur cette planète? Et donc, ils en ont recensé 9. Vous en connaissez un certain nombre, comme le climat ou la biodiversité, mais on va un petit peu, voilà, on va faire un tour rapide de ces limites planétaires. Et ensuite, ils se sont demandé quelle est la limite à ne pas dépasser pour ne pas déstabiliser le système Terre et nous mettre dans finalement une configuration qui serait néfaste à l'espèce humaine. Cette configuration, donc ces seuils, là, vous les voyez matérialisés sur le graphique. C'est cette zone verte qui est celle à ne théoriquement pas dépasser. Et elle correspond à une période géologique qui s'appelle l'Holocène, dans laquelle nous vivons depuis 11 700 ans. Vous la voyez matérialisée sur ce graphique qui montre la variation des températures. Donc, dans toute la première partie du graphique qui remonte à 100 000 ans, on est dans la dernière ère glaciaire et ensuite on a une transition il y a à peu près 12 000 ans vers une période interglaciaire qui s'appelle l'Holocène, où les températures deviennent plus clémentes, mais deviennent aussi beaucoup plus stables, et donc ce qui assure une stabilité globale de la biosphère et qui nous permet de développer l'agriculture. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on développe l'agriculture, la sédentarisation et toute la complexité de nos sociétés qui permet aujourd'hui à 8 milliards d'humains de vivre sur la planète. Pour référence, au début de l'Holocène, nous étions 4 millions d'individus sur Terre, soit à peu près la moitié de la population de Londres. Donc voilà, pour tout ça, pour bien comprendre que ces conditions donc définies par les limites planétaires, eh bien, c'est ce dont nous dépendons littéralement, ce dont dépendent littéralement nos sociétés pour leur fonctionnement et leur survie. Donc malheureusement, nous sortons progressivement de ces limites planétaires. En 1950, nous avions déjà dépassé 2 de ces limites. Nous étions à 5 en 1990, à 6 l'année dernière et désormais à 7, avec, vous voyez, une situation qui s'aggrave progressivement. Non seulement on en dépasse, mais celles qui sont déjà dépassées ne font que s'aggraver dans le temps. Donc il faut vraiment agir et agir dès maintenant. On est vraiment déjà à un niveau d'alerte qui justifie une action radicale et immédiate. On va voilà, passer en revue très rapidement les limites planétaires dépassées pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que ça veut dire concrètement. Bien sûr, le changement climatique. Vous le savez certainement, mais l'objectif de l'accord de Paris de rester sous les 1,5 degrés, eh bien, nous allons atteindre ces 1,5 degrés probablement pendant la décennie 2030, donc avec 70 ans d'avance par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. Donc clairement, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Et là, on est sur une trajectoire qui nous mène à un réchauffement de plus 3 degrés. Et ça encore si les engagements des États sont tenus, alors que les scientifiques nous disent qu'il ne faut surtout pas dépasser les 2 degrés, sous peine d'avoir vraiment des impacts très importants voilà, sur la santé, l'économie, notre agriculture, etc. Biodiversité, nous sommes entrés, nous disent les scientifiques, dans ce qu'on peut appeler la 6e extinction de masse. Vous connaissez certainement une de ces extinctions, c'est la dernière, la 5e, celle qui a mené à la disparition des dinosaures. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, la disparition des populations et des espèces est 1000 fois plus rapide que celle qu'on a observée lors de la 5e extinction de masse. Donc nous sommes 1000 fois plus efficaces, si je puis dire, plus mortellement efficaces que l'astéroïde de l'époque des dinosaures. Donc ce n'est pas vraiment un record qu'on est ravi de battre. Donc ça concerne l'ensemble des espèces avec un retrait d'environ 72% des espèces en termes de population depuis 50 ans, donc c'est absolument majeur.
Et ce qui devrait nous interpeller encore plus, c'est le recul des insectes. Nous avons perdu en Europe 80% des populations d'insectes depuis 30 ans. Or, ce sont les insectes qui assurent la pollinisation de nos cultures. C'est trois quarts de nos cultures qui sont pollinisées. Donc, sans insectes, pas de fruits, pas de légumes. Donc, c'est un risque immédiat pour notre agriculture. Et la biodiversité est bien plus dépassée hein, que le changement climatique. Vous avez peut-être le diagramme en tête que je vous ai montré tout à l'heure, mais on est sur un dépassement qui est plus important que celui observé pour le climat. Changement d'usage des sols, autre limite planétaire dépassée, c'est tout simplement, en fait, quand on transforme un espace naturel au profit d'une activité humaine, donc soit on pense à la bétonisation tout de suite, mais aussi l'agriculture. Et là, malheureusement, par exemple, la déforestation, qui est vraiment le critère qui est le plus pris en compte par les chercheurs dans le cadre des limites planétaires, parce que c'est l'écosystème le plus riche eh bien, malheureusement, on continue la déforestation, même si elle a ralenti, et on continue de raser l'équivalent de la surface des Pays-Bas chaque année. Cycle de l'eau, là aussi une limite planétaire dépassée. En fait, cette limite planétaire, elle est dépassée pour deux raisons. Bien sûr, on pense au changement climatique qui induit des sécheresses et des inondations, donc soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. C'est donc la définition du dérèglement du cycle de l'eau. Mais l'autre facteur majeur, c'est notre surconsommation d'eau qui croît plus vite que la population mondiale, non pas parce que nous buvons, nous douchons plus, mais parce que nous utilisons de l'eau pour toutes nos productions. Et comme la production ne cesse d'augmenter, eh bien notre consommation d'eau aussi. Si bien que l'OCDE nous alerte sur le fait que la demande en eau dépassera l'offre de 40% dès la décennie 2030. Donc ce n'est que le début, malheureusement, de la crise de l'eau. Pollution chimique, cette limite planétaire est très largement dépassée parce que les chercheurs considèrent que tous les milieux sont pollués. Je vais donner que deux exemples. Celui du plastique, bien sûr, les micros et les nanoplastiques qu'on retrouve maintenant jusque dans les nuages. Des chercheurs en ont trouvé dans les nuages au-dessus du mont Fuji, par exemple. Donc, ce plastique, nous le buvons et nous le respirons. Mais aussi une étude très récente qui est sortie qui montre qu'il y a 140 tonnes de pesticides dans l'air. Donc on savait déjà qu'il y avait des pesticides dans l'eau. C'est 80% des nappes phréatiques en France qui sont polluées par les pesticides. Mais maintenant, nous savons aussi qu'il y en a dans l'air, dans les nuages, et que donc nous respirons aussi ces pesticides. Cycle de l'azote et du phosphore, certainement la moins connue des limites planétaires. En fait, l'azote et le phosphore sont des éléments chimiques nécessaires à la vie, comme le carbone, et leurs cycles sont bien plus déréglés que celui du carbone, dû à nos engrais principalement. Donc nos engrais enrichis à l'azote et au phosphore, et en fait on en déverse de telles quantités dans les champs qu'ils viennent polluer les eaux et provoquer un phénomène d'eutrophisation. C'est les fameuses algues vertes hein, que vous voyez sur cette photo de la NASA. Et ces algues vertes, elles consomment tout l'oxygène des milieux aquatiques, ce qui fait que ça déclenche la mort en fait, des autres formes de vie. Et l'azote, c'est aussi la première raison de fermeture des points de captage d'eau. Donc c'est aussi une pollution importante qui nous touche particulièrement. Et dernière limite planétaire qui vient d'être dépassée il y a 2 semaines à peu près, c'est l'acidification des océans. Alors on s'en doutait puisque en fait elle est liée à la question climatique et plus exactement à la quantité de CO2 que nous avons dans l'atmosphère. Ce CO2 en excès qu'on émet dans l'atmosphère, il est capté en partie par les océans. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, puisque ça veut dire que l'océan est un puits de carbone, et donc il éponge une partie de notre CO2 en excès. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que cela change les conditions chimiques de l'océan, augmente son acidité, et donc rend plus difficile pour la flore et la faune à coquilles calcaires de fabriquer ces coquilles. Et ça touche en partie une partie du plancton. Et bien sûr, le plancton, bah, c'est le premier chaînon de la chaîne alimentaire marine et donc par conséquent, ça a un impact sur l'ensemble de cette chaîne alimentaire. Et ce, en plus de cette
cette nouvelle que vous avez potentiellement entendue récemment sur les coraux hein, qui sont en très mauvaise santé. On va en reparler tout à l'heure, mais voilà, qui abrite un quart de la biodiversité marine. Et donc, évidemment, la mort des coraux, ça veut dire une chute importante, très importante de la vie marine. Il faut savoir que c'est presque la moitié de la population mondiale qui dépend aujourd'hui des protéines issues de la pêche. Nous avons vu donc cette limite planétaire dépassée et peut-être faudrait-il en ajouter une nouvelle. Peut-être les sols sont une dixième limite planétaire. En tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de chercheurs, puisque évidemment, sans les sols, aucune vie n'est possible sur les continents. Et malheureusement, ces sols sont extrêmement dégradés, non seulement par les pesticides, évidemment par la sécheresse, etc., mais aussi par le labour profond. Donc, notre agriculture intensive pratique le labour profond, ce qui fait remonter à la surface des bactéries qui mangent en fait la couche fertile du sol, l'humus. Hein. Et du coup, cette couche diminue à vitesse grand V et malheureusement, nous avons déjà perdu l'équivalent de la surface d'une surface capable de nourrir l'Europe. Donc, plus on pratique ce labour profond, plus on cultive de façon intensive et plus on perd littéralement nos sols agricoles, sachant qu'il n'est pas vraiment possible d'aller les étendre en déforestant, puisque vous l'avez vu, la limite du changement d'usage des sols est déjà dépassée. Donc nous avons vu le constat sur l'ensemble des lignes planétaires. C'est de façon très très rapide. Ce constat est loin d'être rose, mais nous devons prendre en compte une dernière limite physique très importante, c'est celle des matières premières non renouvelables, celles que nous trouvons dans notre sous-sol. Il se trouve qu'on a parfois l'impression, comme on vit dans un monde de plus en plus numérisé, de se dire que ce monde est de plus en plus dématérialisé. Eh bien, c'est exactement le contraire. Nos consommations de ressources ont été multipliées par 3 en 50 ans. On continue sur une croissance très importante, hein, parce que, par exemple, pour les métaux, si on continue sur la tendance actuelle, nous extrairons autant de métaux que dans toute l'histoire de l'humanité dans les 30 prochaines années. Malheureusement, eh bien, comme vous le savez, nous sommes sur une planète finie et ces ressources ne sont pas renouvelables. Ça veut dire qu'elles passent forcément par un pic d'extraction, un pic de production. Donc au départ, on peut en extraire toujours plus, puis inéluctablement, nous atteignons un pic de production avant une décroissance de cette production. Ce pic, il a déjà été atteint, par exemple, pour le pétrole conventionnel, le pétrole liquide, hein, voilà, c'est celui auquel on pense tout de suite, qui aujourd'hui est complété par des pétroles de schiste, des sables bitumineux. Mais ce pétrole liquide, il a atteint son pic en 2008, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, et inéluctablement, nous allons atteindre des pics de production sur un certain nombre de ressources qui nous sont vraiment indispensables. Et malheureusement, ces pics ne vont pas intervenir d'ici un siècle, ni d'ici 50 ans, mais plutôt dans les prochaines décennies. Donc, ça concerne un certain nombre de ressources. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plutôt vous parler très rapidement des métaux et de l'énergie. Pour les métaux, là aussi, je cite l'Agence internationale de l'énergie qui nous alerte sur le fait que des métaux stratégiques comme le cuivre, le cobalt, le lithium, qui sont donc nécessaires pour le numérique, mais aussi pour la transition énergétique, eh bien, nous allons en manquer dès la décennie 2030. Et ça, pour l'instant, nous ne le prenons pas du tout en compte. Autre point sur la question énergétique, en fait, on a besoin de plus en plus d'énergie hein, pour extraire ces métaux parce qu'ils sont de moins en moins concentrés. Et en même temps, on a besoin de plus en plus de métaux pour produire notre énergie hein, si on veut faire la transition. Donc, on voit bien, il y a un petit cercle vicieux hein, qui fait que dans tous les cas, nous allons vivre dans les décennies à venir avec moins de métaux et moins d'énergie disponible. Et il faut le prendre en compte dès maintenant. Ce qui est intéressant dans ce modèle des limites planétaires, c'est de se rendre compte déjà qu'on ne peut pas s'occuper que du climat, puisqu'il y a un grand nombre d'autres enjeux écologiques absolument majeurs qui sont nécessaires à la survie humaine.
mais qu'en plus, ces limites planétaires, elles sont connectées entre elles. Et donc, ça veut dire qu'il faut voilà, le prendre comme finalement un système, ça représente un peu le système Terre, et que donc, si on dépasse une limite planétaire, eh bien, malheureusement, ça va entraîner, par effet domino, le dépassement d'autres limites planétaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de minimiser en fait les impacts et même de restaurer un certain nombre de limites planétaires pour éviter cet effet domino. Et cet effet domino, il pourrait nous faire passer ce qu'on appelle des points de bascule. Donc, vous voyez, il y a, dans une étude récente, on a identifié 16 points de bascule, par exemple, pour le climat. Vous en connaissez certains, par exemple les coraux dont je parlais tout à l'heure. Jusqu'ici, on disait que dépasser les 2 degrés eh bien, nous entraînerait à perdre l'intégralité des coraux. Et là, récemment, une nouvelle étude nous dit que bah, le point de bascule est plutôt autour de 1,2 degré, donc on l'aurait peut-être déjà dépassé. La forêt amazonienne, vous avez peut-être aussi vu passer cette information comme quoi il serait possible qu'une partie de la forêt amazonienne bascule et devienne de la savane due à l'assèchement des sols, au dérèglement finalement du cycle de l'eau et à la déforestation. Bref, en tout cas, ces passages de points de bascule, c'est quoi? Bah, c'est de passer des seuils irréversibles qui entraînent un effet d'emballement et qui ferait que voilà, on ne maîtrise plus finalement cet emballement du climat, de la dégradation des écosystèmes. Évidemment, on cherche à éviter le passage de ces points de bascule. Alors, aujourd'hui, ce qu'on nous dit souvent, ce qu'on entend souvent, c'est que pour résoudre le problème écologique, il faudrait au contraire accélérer, il faudrait accélérer la croissance. Je voulais juste remettre en perspective un petit peu sur quelle trajectoire nous sommes, ce qui permet de se rendre compte, enfin finalement de trouver soi-même la réponse. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'accélérer encore plus par rapport à la situation actuelle? Cette étude, elle a été publiée en 2015 et elle présente 24 indicateurs, 12 indicateurs socio-économiques que vous voyez sur la gauche, donc comme l'évolution du PIB, de la consommation énergétique, de la consommation d'eau, des transports, des loisirs, enfin du tourisme, etc. Et de l'autre côté, 12 indicateurs qui concernent le système Terre. Et on voit que l'ensemble de ces indicateurs, donc c'est dégradation du système Terre, hein, c'est évolution du CO2, de la déforestation, voilà, de l'effondrement de la biodiversité, etc. Donc on observe bien que bah, ces courbes, elles sont assez symétriques et que, enfin en tout cas, elles sont assez semblables et qu'elles décollent à partir des années 50 dans ce qu'on appelle la grande accélération. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut appeler une sorte d'inaction climatique ou d'inaction écologique, mais au contraire, on est vraiment sur une grande accélération. Ces courbes, elles sont exponentielles, donc ça veut dire qu'elles vont toujours plus vite, qu'elles croissent toujours plus vite. Donc on est littéralement, si on reprend l'image de la voiture, eh bien le pied sur l'accélérateur. Donc aujourd'hui, ne rien faire, ne pas changer de modèle économique, en fait, c'est continuer à accélérer et à accélérer les dégradations écologiques. On peut se demander si ce qu'on a fait jusqu'à présent a porté ses fruits, hein, puisque aujourd'hui, bah, le développement durable date de la fin des années 90, donc on est à 30, voilà, on a fêté les 30 ans du développement durable. Bah, je vous mets au défi d'observer dans ces courbes où se trouve le développement durable. Donc, on peut en conclure que, en tout cas, ce qu'on a fait jusqu'à présent était très très loin d'être suffisant pour changer de trajectoire et qu'il va falloir être beaucoup plus radical, en tout cas mettre en œuvre des choses assez différentes. Alors, aujourd'hui, donc la question qu'on se pose quand on se pose la question d'accélérer la croissance, c'est ce qu'on appelle la croissance verte. Et si je le traduis littéralement, ça veut dire peut-on finalement ne rien changer au modèle actuel, mais tout miser sur la technologie? Vous vous en doutez, eh bien la réponse malheureusement est non, parce que ça serait bien plus confortable hein, de pouvoir faire ça, mais on l'a vu via le dépassement des limites planétaires et les limites physiques hein, des ressources non renouvelables comme les métaux, l'énergie, etc. Bien voilà, on est en train de toucher à ces limites et donc ce n'est pas la technologie seule qui va pouvoir nous sortir d'affaires. Déjà, ce dont on pourrait rêver, c'est des ruptures technologiques qui vraiment feraient basculer, qui apporteraient vraiment
des gains d'efficacité énormes et permettrait de réduire notre empreinte écologique tout en croissant. Mais ces ruptures technologiques, si elles arrivent un jour, hein, et c'est un peu un pari de se dire ça, avec 7 limites planétaires dépassées sur 9, je ne suis pas sûre qu'on ait très envie de faire des paris, mais néanmoins, dans tous les cas, si elles arrivaient, elles arriveraient malheureusement trop tard. Donc, je vais prendre l'exemple de ce qu'on appelle l'avion vert ou l'avion à hydrogène. Ce que nous promet Boeing, c'est un avion vert en 2035, si tout se passe bien. Et cet avion vert, du coup, ça veut dire qu'en 2035, nous en aurions un seul. Et ensuite, il faut bien sûr renouveler les flottes. Et ça prend 10, 15, 20 ans selon le niveau d'investissement qu'on y met. Donc on voit bien que ça nous amènerait plutôt à 2050 et qu'on arrive beaucoup trop tard. Toujours est-il qu'on peut faire voilà, le tour des ruptures technologiques hypothétiques, mais dans tous les cas, c'est dès maintenant qu'il faut agir avec la technologie qu'on a sur l'étagère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre la recherche, mais néanmoins, voilà, une rupture technologique, ça met minimum entre 20 ans et 50 ans finalement à arriver sur le marché. Euh, et autre point important, les améliorations d'efficacité technologique, malheureusement, elles entraînent ce qu'on appelle un effet rebond, dont vous avez certainement entendu parler. L'effet rebond, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, on arrive à être plus efficace et du coup, malheureusement, on augmente l'usage, ce qui entraîne une augmentation de l'impact écologique. Donc, par exemple, là, deux exemples qui sont intéressants, mais il y en a plein. Par exemple, pour les voyages en avion, il faut aujourd'hui 5 fois moins d'énergie pour faire 1 km passager qu'il y a 50 ans. Mais comme le trafic a été multiplié par 13 parce que le prix des billets a baissé, vu que les moteurs sont plus efficaces, on consomme moins de kérosène et le kérosène, c'est environ un tiers du prix du billet. Et donc, ça a démocratisé l'avion. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic ayant augmenté, eh bien, les émissions de CO2, elles, ont été multipliées par 3 depuis 50 ans. Donc, c'est ce qu'on observe vraiment dans tous les domaines. Et malheureusement, ben, on peut l'observer sur cette courbe, c'est notre consommation d'énergie primaire. Et on voit que malgré évidemment les fantastiques progrès technologiques que nous avons faits depuis les années 50, eh bien, notre consommation d'énergie n'a cessé d'augmenter, là aussi de façon exponentielle. Donc, eh bien, nous ne voyons pas les gains d'efficacité. En fait, tant qu'on augmente les usages, et c'est ce qu'on fait perpétuellement, eh bien, on ne peut pas engranger les gains d'efficacité. Alors, quelle solution? Et on rentre là dans la partie, parce qu'on a fait quand même un constat un peu difficile, mais évidemment, il y a des leviers d'action. Vous l'avez compris, l'objectif à atteindre, c'est de réencastrer l'économie à l'intérieur des limites planétaires. Je vous présente le donut que vous connaissez peut-être. La théorie du donut, elle a été développée par l'économiste Kate Raworth. Ce donut, il est limité, il a un plafond qu'on appelle un plafond environnemental, ce sont les limites planétaires, mais il a aussi un plancher social, ce sont les besoins humains, tous les piliers du bien-être humain. Et donc l'objectif, c'est de viser l'intérieur de ce donut, donc de respecter à la fois les limites écologiques, mais aussi le bien-être humain. Et ça, déjà, c'est la première chose sur laquelle nous devrions nous mettre d'accord. Aujourd'hui, finalement, la trajectoire que nous suivons est toujours celle d'une croissance illimitée dans un monde fini, ce qui est absolument physiquement impossible et ce qui nous a mené à dépasser autant de limites planétaires. Donc déjà, petit 1, se dire que ça doit être notre boussole. Et à l'échelle de l'économie, à l'échelle des entreprises, on doit choisir ce cadre-là pour avoir une activité durable et permettre un épanouissement de l'humanité et aussi, bien sûr, une économie durable. Le premier pilier pour y arriver, vous l'avez compris, vu que nous sommes en dépassement écologique, eh bien, c'est la sobriété. Puisque on ne peut pas compter sur une technologie miracle qui va nous permettre de réduire drastiquement notre consommation de ressources, il va bien falloir que nous fermions, que nous réduisions, nous fermions un peu le robinet, que nous réduisions notre consommation de ressources. Au sens du GIEC, la sobriété, c'est réduire notre consommation d'eau, d'énergie, de matériaux et de terres agricoles, tout en préservant le bien-être humain. Et on a beaucoup de marge pour ça.
Euh, et ça doit être vraiment, et c'est ça que nous apprend le dernier rapport du GIEC, c'est que ce doit être réellement c'est le pilier finalement le plus important de notre action. Si on considère la sobriété plus les changements de mode de vie, eh bien, c'est 40 à 70% de la solution selon le GIEC. C'est-à-dire que en mettant en œuvre la sobriété et le changement des modes de vie, eh bien, on peut parvenir à réduire de 70% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, ça veut dire que quoi que nous fassions, la sobriété doit être le premier pilier du plan d'action. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres à côté, mais que si on ne met pas en œuvre la sobriété, eh bien, au final, on n'atteindra jamais les objectifs. Et l'objectif doit être de stopper la dégradation sur les limites planétaires et même de tendre vers le respect de ces limites planétaires pour que la situation s'améliore. Alors ça, c'est intéressant aussi de se demander, mais d'où vient finalement ces dépassions écologiques et donc à quel endroit il faut maigrir, hein. Si on parle de sobriété, évidemment, il faut maigrir à l'endroit où on est obèse. Et là, on le voit sur cette courbe qui montre les émissions de CO2. Eh bien, les émissions, elles sont très concentrées sur les 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. C'est la même chose, hein, pour la consommation de matériaux, d'eau, etc. C'est vraiment concentré sur les plus aisés d'entre nous sur la planète. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment une question de mode de vie. Ce n'est pas une question de démographie. On entend parfois dire, finalement, ce serait les populations avec une démographie entre guillemets galopante, hein. Entre guillemets, il n'y en a plus vraiment. Tous les pays ont entamé, presque tous les pays ont entamé leur transition démographique, où finalement les excès seraient en Inde, en Chine, etc. Quand on observe ce graphique, on voit bien que c'est plutôt le mode de vie occidental qui est en cause, évidemment un mode de vie qu'on projette, hein, sur l'ensemble de la planète. Mais en tout cas, c'est vraiment une question de mode de vie qui est liée, là c'est lié au pouvoir d'achat et à notre mode de vie occidental. Donc c'est la surproduction et la surconsommation qui sont à la source du problème et donc il va falloir, je veux dire, réduire d'une manière ou d'une autre. Autre point important dans les leviers d'action, c'est les écosystèmes. Donc là, nous voyons le top 7 des solutions selon le GIEC. Donc, qu'est-ce qui est le plus efficace pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Et dans ce top 7, on retrouve ce qui concerne les écosystèmes, on retrouve la baisse de transformation des écosystèmes, c'est donc arrêter la transformation d'usage des sols, hein, dont on parlait tout à l'heure. La séquestration du carbone dans les sols, donc via l'agriculture, via une agriculture moins intensive, via l'agroécologie, et la restauration des écosystèmes. Donc on voit que c'est un levier extrêmement puissant. Ça sera intéressant tout à l'heure par rapport à l'action des entreprises, mais en tout cas, la préservation des espaces naturels et leur restauration, ça fait vraiment partie des piliers les plus importants. Vous voyez que dans ce top 7, il n'y a aucune technologie de rupture, hein. On est vraiment sur les énergies renouvelables, la préservation des écosystèmes et aussi le passage à des régimes alimentaires moins émetteurs et donc plus de protéines végétales, moins de protéines animales. Alors, donc les solutions systémiques, donc celles qui ont vocation à améliorer la situation sur l'ensemble des limites planétaires et pas seulement sur le climat, eh bien, c'est la réduction de notre empreinte écologique et la priorisation de l'usage des ressources, hein, parce qu'on voit qu'on va vivre dans un monde avec moins de ressources disponibles. Et donc, il va falloir faire des choix sur où on alloue ces ressources. Donc, par exemple, j'aime bien cet exemple du néodyme qu'on utilise à la fois dans les pales des éoliennes, mais aussi dans les brosses à dents électriques et les machines Nespresso. Voilà, il y a peut-être un moment, il va falloir faire des choix un petit peu stratégiques. Sortir des énergies fossiles, bien sûr, ça c'est nécessaire pour le climat. Préserver et restaurer les écosystèmes, on en a parlé. Et la réduction des inégalités, ça aussi c'est un pilier absolument nécessaire d'après les études. Et vous pouvez retrouver ce point en détail dans le rapport du GIEC. Et l'entreprise dans tout ça? Alors déjà, il est essentiel d'arrêter d'opposer économie et environnement. Puisqu'on se doute bien que sur une planète, on dépasse les limites planétaires, où on va manquer de ressources, d'eau, de matériaux, où l'agriculture sera fortement impactée, où on va avoir des catastrophes climatiques, eh bien, le monde de l'entreprise et l'économie
ne peuvent pas continuer à finalement à en réchapper. Évidemment, tout le monde va être affecté, l'économie aussi. On a de plus en plus d'études qui viennent d'ailleurs du monde de l'économie qui nous alertent. Récemment, une étude montrait que le PIB risquait de perdre, enfin, on risquait de perdre 20%, jusqu'à 20% du PIB, rien qu'à cause du climat. Donc ça, c'est une étude des banques centrales, oui, des banques centrales, pardon, et ce d'ici 2050. Donc ça, et ça, ce n'est qu'en considérant uniquement le climat, c'est-à-dire que ça ne prend en compte aucune des autres limites planétaires, ni les limitations en ressources comme les métaux, par exemple. Donc, on est vraiment sur un risque existentiel pour les entreprises. J'aime bien cette citation de Churchill, hein, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge. Autant dire qu'il faut vraiment anticiper dès maintenant, vraiment complètement changer de braquet pour tenter de respecter ces limites planétaires et arrêter cette dérive de notre système Terre. Le premier point, c'est vraiment de sortir du tunnel carbone. Ça veut dire que on ne peut plus, en 2025, quand on est une entreprise, ne se concentrer que sur la question du carbone. Il faut prendre en compte l'ensemble des limites planétaires. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que, comme je le disais, chacune d'entre elles est nécessaire à notre survie et est nécessaire à la survie des entreprises. Mais en plus, eh bien, quand ça évite de tomber dans les fausses solutions. Il faut vraiment que ces limites planétaires, ce soit une boussole et qu'on prenne en compte l'ensemble de ces limites. Pourquoi ça évite de tomber dans les fausses solutions? Prenons les solutions pour le climat, par exemple les agrocarburants. Eh bien, souvent, en fait, les solutions pour le climat ont des impacts négatifs sur d'autres limites planétaires. Donc, pour les agrocarburants, par exemple, ça veut dire que ces carburants produits à base de plantes, eh bien, c'est de l'agriculture intensive. Ça veut dire quoi? Consommation d'eau, destruction des sols, pollution avec les pesticides. Et là, je ne parle même pas du fait que ça remplacerait une partie de la production alimentaire. Bref, en tout cas, on voit bien que ça décale le problème sur d'autres limites planétaires que sont le cycle de l'eau, la biodiversité, la pollution chimique, etc. Donc, s'appuyer sur les limites planétaires, ça évite de faire ce type d'erreur, parfois de bonne foi, et de se dire, OK, est-ce que les solutions que je vais proposer, eh bien, les leviers d'action vont permettre d'améliorer la situation sur un certain nombre de limites planétaires sans en faire reculer. Ça, c'est très important. Tendre vers l'entreprise régénérative. C'est aujourd'hui le terme qui encapsule le mieux finalement le respect des limites planétaires. Et donc c'est sur ce modèle-là qu'on va se baser là pour parler des actions que peuvent faire les entreprises. Jusqu'ici, on était plutôt sur une tentative de réduire ces impacts, c'est-à-dire je suis à un certain niveau d'impact et je vais essayer de faire mieux, souvent un petit peu mieux, progressivement, sous forme de petits pas. Vous le voyez, ce n'est pas du tout suffisant pour amener au respect des limites planétaires. Même passer à net zéro, finalement, ne serait pas suffisant, puisque nous sommes en dépassement écologique aujourd'hui. Et que l'idéal, c'est de revenir autant que possible à l'intérieur des limites planétaires. Pour certaines, ce ne sera pas possible, comme par exemple le climat. Il n'y a pas de bouton marche arrière sur le climat parce que le CO2 et les gaz à effet de serre que nous avons envoyés dans l'atmosphère, pour la plupart d'entre eux, ils vont rester des siècles. Mais pour d'autres, il est possible d'améliorer la situation. Donc, net zéro, ce n'est pas suffisant. Pour améliorer la situation, revenir en arrière et revenir dans cette zone sûre pour l'humanité, eh bien, il faut aller jusqu'à générer des impacts positifs nets pour les écosystèmes et la société, hein, puisqu'on on prend comme boussole le donut. Et ça, il faut bien sûr aller au-delà de la réglementation en vigueur. Vous n'êtes pas sans savoir que la réglementation en vigueur ne permet pas de respecter les limites planétaires, sinon nous serions sur la bonne trajectoire et nous ne serions pas en dépassement perpétuel et nous ne viendrions pas de dépasser une nouvelle limite planétaire. Donc la réglementation en vigueur n'est pas du tout suffisante. Là, je mentionne par exemple la CSRD. La CSRD n'est même pas suffisante pour rentrer dans les limites planétaires et pourtant, on voit aujourd'hui qu'elle est repoussée, mise à distance et qu'il y a finalement beaucoup de lobbying contre la CSRD. Et là, vraiment, l'intérêt des entreprises, c'est au lieu de militer contre les réglementations, c'est au contraire de limiter pour des réglementations très ambitieuses qui permettent d'éviter les problèmes de compétitivité et qui permettent voilà, à chaque entreprise d'être ambitieuse sur ses objectifs environnementaux.
Donc, aller à minima la CSRD, mais bien plus loin pour respecter les limites planétaires. C'est important dans la philosophie globale de l'entreprise régénérative de repenser la création de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, théoriquement, on est censé, en termes de création de valeur, penser à la valeur sociale, à la valeur environnementale, au même niveau que la valeur économique. On sait bien que ce n'est pas du tout le cas et qu'aujourd'hui, on privilégie toujours la création de valeur économique au détriment des autres. Donc, on doit vraiment changer. On revient aux donuts, hein, retrouver un équilibre entre créer de la valeur économique, créer de la valeur sociale et créer de la valeur environnementale. Alors, nous avons 6 piliers principaux pour une entreprise régénérative. On va les passer assez rapidement, mais ensuite, on aura voilà, l'occasion d'échanger ensemble. Donc, la première chose, c'est bien sûr s'aligner sur les faits scientifiques. C'est pour ça qu'en fait, moi, je fais des interventions en entreprise, que je parle à des entrepreneurs, parce que avec moi, mon background de journaliste scientifique, c'est parce que en fait, ça doit être le socle de notre action. On doit prendre en compte le réel, et le réel, ce sont ces faits scientifiques. Aujourd'hui, on a un excellent consensus scientifique sur le climat, sur la biodiversité. Bref, on n'a plus à tergiverser, il faut vraiment s'appuyer sur ces données pour agir. Donc, là, c'est le cadre des limites planétaires. Ensuite, il est nécessaire comme première étape d'intégrer l'ensemble des risques. Bien sûr, les risques financiers, mais aussi les risques extra-financiers dans ce reporting. Et ça va complètement changer en fait la vision que peut avoir l'entreprise de sa trajectoire et a fortiori sa stratégie. Donc aujourd'hui, quand on regarde les impacts de l'entreprise, globalement, on fait son bilan carbone. Vous vous doutez qu'après cette présentation, je vais vous dire que ce n'est pas du tout suffisant. Il faut aller bien plus loin et il faut voir les impacts de l'entreprise sur l'ensemble des limites planétaires. Et regarder aussi quels sont les risques de l'entreprise, quels sont les risques face au dépassement des limites planétaires et au manque de ressources à venir, type métaux, énergie, etc. Donc là, chaque entreprise doit faire son diagnostic pour voir à quel point elle est à risque, et à la fois elle-même, mais aussi ses fournisseurs, parce que parfois les risques sont indirects, et par exemple, c'est sur l'énergie qu'on risque d'avoir voilà, qu'on peut avoir des risques parce que la production énergétique, elle demande de l'eau, par exemple pour refroidir les réacteurs, des réacteurs nucléaires ou les réacteurs thermiques, pour l'hydroélectricité, etc. Finalement, un risque lié à l'eau amène à des défauts de production électrique et potentiellement, du coup, un impact voilà, sur notre entreprise. Donc, de prendre vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur, inclus nos fournisseurs et la distribution, pour vraiment intégrer l'ensemble des risques. Ensuite, nécessité de définir sa raison d'être. Alors, ce n'est pas seulement se faire plaisir avec un positionnement ou une mission pour l'entreprise, mais vraiment se dire que c'est poser une ambition d'intérêt général pour l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de valeur, sur créer autant de valeurs économiques que de valeurs sociales et environnementales. Et ça, c'est ça qu'encapsule finalement sa raison d'être. Donc, c'est un travail qui est très important. Que manquerait-il finalement à la société si l'entreprise n'existait pas, et quelle est notre réelle utilité sociale et environnementale? Et ça, c'est vraiment un point très très important. Et ça amène à des questionnements qui sont peut-être les plus difficiles. C'est-à-dire, par exemple, une fois qu'on a sa raison d'être, se dire quels produits et activités finalement ne sont plus alignés avec notre raison d'être. Quels produits aujourd'hui commercialise mon entreprise qui n'apportent aucun bénéfice écologique ou social? Eh bien, si c'est le cas, ces produits, peut-être qu'il n'est plus, ça serait une bonne chose de ne plus les fabriquer. En fait, de réorienter finalement notre business model vers une offre de services ou de produits qui correspond réellement à notre raison d'être. Et donc ça, c'est vraiment un nouveau prisme, et se dire, par exemple, si je prends un exemple très rapide sur si je produis aujourd'hui des boissons et notamment des sodas, peut-être que la production de soda, je ne sais pas si ça rentre vraiment avec, enfin, si on peut vraiment dire qu'on a des bénéfices écologiques ou sociaux. Bénéfices écologiques, pas réellement. Par exemple, dans une bouteille de coca de 50 centilitres de mémoire, il y a 3 à 5 litres d'eau. Donc, c'est une consommation d'eau très importante.
Et aujourd'hui, on est face à une épidémie d'obésité. Donc, sur la partie sociale, on n'est pas sûr non plus de voir finalement le bénéfice. Donc, c'est finalement cette grille-là qu'il faut appliquer à ces produits et se dire, si aujourd'hui, voilà, réorienter son activité, se dire quels sont les produits qui correspondent à ma raison d'être, mais quels sont, et peut-être arrêter certains de ces produits, mais par contre réorienter vers de nouveaux produits et activités qui, elles, ou qui, eux, rentrent dans notre raison d'être. Donc, c'est vraiment un questionnement profond de l'entreprise. Ensuite, la transformation du modèle d'affaires. Vous vous doutez, pour atteindre la sobriété, eh bien, l'économie circulaire ne suffira pas. Elle est nécessaire, bien sûr, mais elle ne va pas assez loin. Pour atteindre les objectifs et réellement ambitieux et viser le respect des limites planétaires, il faut passer de l'économie actuelle, qui est à l'économie de l'usage unique, à l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est quoi? C'est en fait l'économie du partage, de la location, et non plus de la vente à usage unique, c'est-à-dire on produit, on vend, on consomme, on jette. Voilà. C'est vraiment finalement viser une forme de circularité globale qui fait qu'on ne va plus vendre des objets, mais qu'on va proposer à nos clients plutôt leur fonctionnalité. Je voulais donner un exemple. La société Mobion, c'est une société française un fabricant de scooters électriques qui, grâce à ce modèle-là, arrive à être plus performant, plus compétitif que finalement ses concurrents classiques, qui ont un modèle classique. Et c'est la seule société qui produit ces scooters électriques en France, contrairement à ses concurrents qui les produisent notamment en Chine. Et comment ils font? En fait, ils louent leurs scooters. Et ils réutilisent les pièces, donc ils entretiennent bien sûr ces scooters. Et une fois que le client finalement rend le scooter, il réutilise un maximum de pièces. Il recycle presque à 100% les pièces qu'ils ne peuvent pas réutiliser. Et tout ça, ça leur assure une rentabilité très très bonne parce qu'en fait, leurs pièces, elles ont une très longue durée de vie. L'avantage du coup de ce modèle d'affaires, hein, cette économie de la fonctionnalité, elle apporte de nombreux bénéfices puisqu'elle permet une économie de ressources et ça, c'est une amélioration de la résilience de l'entreprise dans un monde où nous allons avoir moins de ressources disponibles. Euh, c'est bien sûr de la création d'emplois locales. C'est un lien encore plus étroit avec ses clients puisque quand on loue des services ou des objets, eh bien, forcément, on a finalement un lien très proche avec sa clientèle, ce qui permet aussi de mieux comprendre le besoin client. C'est très motivant pour ses salariés, hein. Évidemment, l'engagement écologique et social, ça a vraiment une vertu RH d'implication des salariés et ça permet, on l'a vu, une meilleure compétitivité pour les entreprises qui ont choisi ce business model. Là, c'était l'exemple de Mobion, mais il y en a évidemment d'autres exemples et une amélioration de la rentabilité. Donc, beaucoup de bénéfices très intéressants pour les entreprises. Mais pour y arriver, il faudra aussi et forcément repenser en profondeur son management. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des entreprises sont averses au risque. Or, on voit bien qu'il va falloir transformer en profondeur nos business models. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir valoriser l'expérimentation et la prise de risque. Il faut aussi baser évidemment la mesure de la performance qui est aujourd'hui uniquement sur le chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise, la baser aussi sur la création de valeur écologique et sociale. On se doute que si on n'a pas finalement ce signal très fort, on va avoir vraiment du mal à bifurquer. Passer à un management long terme au lieu de voir des objectifs à 6 mois et à 1 an, puisqu'on voit que quand on doit faire une transformation de son business model, eh bien, il faut pouvoir se projeter sur le long terme et mobiliser l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, via la stratégie d'entreprise, mais aussi à la base par la formation. Et ça, c'est absolument nécessaire de bien comprendre les enjeux, de comprendre quels sont les leviers d'action pour que chacun, à son niveau, puisse s'en saisir. Et dernier point important, c'est, je vous l'ai dit, il n'est pas suffisant d'être entre guillemets net zéro, en tout cas de tendre vers, hein, parce que ça semble difficile pour une entreprise d'avoir un impact zéro, mais de tendre vers le net zéro, mais aussi d'avoir un impact positif pour restaurer
la biosphère qu'on a vu, voilà, qu'on a énormément dégradée. Et ça veut dire que l'entreprise, elle doit investir même potentiellement en dehors de sa chaîne de valeur pour générer des impacts positifs, que ce soit des impacts écologiques ou des impacts sociaux, et financer pour ce faire des initiatives, on n'en manque pas, des initiatives qui protègent par exemple les écosystèmes. Donc il y a vraiment cette nécessité pour l'entreprise de, voilà, de consacrer une partie voilà, de ces fonds à cette restauration finalement de la biosphère si on veut espérer rentrer, revenir à l'intérieur des limites planétaires. Donc vraiment, je voudrais insister sur ce point. La sobriété, c'est aujourd'hui presque un tabou. C'est vu un peu comme un gros mot pour les entreprises. Or, c'est exactement l'inverse. Déjà, c'est le socle, c'est ce qui permet d'envisager une prospérité durable pour l'humanité, mais aussi pour l'économie. On voit bien que, je veux dire, il faut prendre en compte ces limites et qu'on est en train de les dépasser et que ça amène à une grande bascule aussi de notre économie. Donc, notre intérêt à tous et toutes, c'est vraiment de rester à l'intérieur de limites planétaires, d'essayer de les respecter au maximum. Et pour ça, la sobriété est absolument nécessaire. Et donc, les entreprises doivent être un acteur, euh, je veux dire, vraiment très impliqué dans cette invention, cette réinvention des business models qui permet d'aller vers la sobriété. Et donc, c'est un mot, les entreprises ont l'habitude de travailler sous contrainte. Eh bien là, c'est une contrainte de nos écosystèmes et ça doit être un véritable moteur pour l'innovation. Je voulais terminer cette présentation par une citation du président du GIEC qui nous dit: «Nous sommes à un carrefour. Les décisions que nous prendrons maintenant peuvent nous assurer un avenir vivable. Nous avons dépassé cette limite planétaire, mais il est loin d'être trop tard. On a toutes les clés en main, toutes les solutions sont sur la table et donc il ne tient qu'à nous de vraiment bifurquer réellement, de prendre les décisions qui s'imposent et ce, notamment bien sûr à l'intérieur des entreprises.» Et je vous laisse sur ce slide, donc où là, c'est qu'évidemment, il faut prendre des actions. Alors là, je vous présente à moi ce que je fais en tant que donc, intervenante hein, sur ces questions des entreprises, enfin des limites planétaires et des entreprises régénératives. Mais en tout cas, il est absolument nécessaire de former ces salariés. Donc, par exemple, je vous mets un lien là vers des cours en ligne que je fais sur les limites planétaires, sur la plateforme Sator, donc, que vous connaissez peut-être. Mais évidemment, ça nécessite aussi des ateliers de transformation à l'intérieur de l'entreprise, notamment pour le comité de direction. Voilà, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, ne pas s'arrêter à un webinaire, ça, évidemment, c'est très important. Et ne pas rester seul non plus face à ces changements importants et radicaux qu'il faut opérer, mais vraiment mobiliser à l'intérieur de l'entreprise, parfois soit par sa profession, bien sûr, soit via son poste, mais aussi parfois par des collectifs de salariés qui se montent à l'intérieur des entreprises pour permettre une dynamique, un élan et d'être à la hauteur des enjeux. Merci beaucoup. Et je suis preneuse de vos questions. Alors là, il n'y a pas de questions dans le chat pour le moment. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser sa question? N'hésitez pas à, du coup, mettre votre micro. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'était un petit peu déprimant, mais en même temps, il faut en passer par là. Euh, il y a un moment où vous avez mentionné un chiffre du GIEC, entre 40 et 70% de la solution résidait dans les changements de mode de vie et la sobriété, quelque chose comme ça. Euh, alors, dans mes lectures, enfin, dans ce que j'écoute, j'entends aussi qu'il y a une part qu'on peut faire à notre échelle de petites gens, mais que, enfin, même si tous à notre petite échelle, on fait de notre mieux, ça va, enfin, 70%, ça me paraît beaucoup, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un enjeu aussi de politique publique, de choix politiques qui va jouer quand même, j'espère, plus que ce qu'Audrey Janin fait dans son coin, quoi. Alors absolument, en fait, le biais, il est de se dire la sobriété, finalement, c'est une sobriété individuelle. Mais en même temps, ce biais, il est induit par la manière dont la sobriété est, comment dire, projetée à travers nos élus, les médias, etc. Et on entend souvent les petits gestes, les fameux petits gestes individuels, je vais faire le tri, je vais couper le robinet en me lavant les dents, etc.
Or, la sobriété, évidemment, et c'est ce que nous dit le GIEC, elle doit être organisée à l'échelle Ouais. collective. Effectivement, les jets individuels, ils sont nécessaires, mais très très loin d'être suffisants. Il y a une étude de Carbone 4, qui est un cabinet d'études, qui montre que au maximum, c'est un quart du chemin, cette sobriété individuelle. Tout le reste, ça doit être de la sobriété structurelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des infrastructures. Par exemple, si j'ai pas de transport en commun, bah, je risque pas de laisser ma voiture au garage. Ouais. Voilà, ça veut dire aussi des subventions pour, par exemple, isoler son logement. Ça veut dire aussi des réglementations. Par exemple, la CSRD, c'en est une. Mais en tout cas, c'est d'organiser la sobriété à l'échelle collective. Mhm. Et c'est ça qui nous ferait faire les trois quarts du chemin. Ouais. Et donc, c'est là aussi où les entreprises ont leur rôle à jouer. Parce que dans cette partie infrastructure collective, en fait, elles peuvent être, ces changements peuvent être vraiment induits par les entreprises. Merci. Bonjour, moi j'ai une question. Merci déjà pour la présentation. C'était effectivement très intéressant, un peu démoralisant comme disait Audrey, mais bon, voilà, on en est là. Est-ce que vous pensez qu'il faut être un peu coercitif pour mettre en place des solutions? Parce que on voit que finalement, chacun fait un petit peu ce qu'il a envie de faire ou ne pas faire. Mais du coup, est-ce qu'à un moment donné, il faut pas être un peu plus coercitif dans la réponse à apporter? Alors effectivement, je pense que le changement radical et rapide dont on a besoin ne viendra pas sans un changement de réglementation. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que en fait, à l'échelle de l'entreprise, on doit, plutôt que de repousser toujours la réglementation, ce qui est la tendance, je ne dis pas que ce soit le cas de toutes les entreprises, mais en tout cas pour beaucoup d'entre elles, d'essayer justement de repousser et au contraire de viser une déréglementation, parce qu'on en est là aujourd'hui, hein. Par exemple, sur la loi qui mène à la responsabilité des entreprises, on voit qu'il y a un détricotage en cours. Et donc, c'est l'inverse finalement que doivent faire les entreprises, c'est-à-dire demander des réglementations ambitieuses qui leur permettent bah, d'innover et de ne pas prendre de risques compétitifs. Donc, mais c'est absolument nécessaire parce que sinon, on ne sera jamais à la hauteur des enjeux. Ok. Et peut-être deuxième question, est-ce que vous avez des exemples, justement, parce que souvent c'est intéressant de pouvoir montrer de manière très factuelle à bah, des dirigeants d'entreprise les économies, parce qu'en fait ça fonctionne comme ça, enfin, faut être assez clair, je pense, sur le sujet. Personne ne va faire si c'est trop contraignant et si ça rapporte rien. Donc est-ce que vous avez des exemples, peut-être dans d'autres pays d'ailleurs, de choses qui sont valorisables pour montrer concrètement la valeur apportée et surtout ce que ça a gagné, ce que ça a fait gagner. Bah, là, je vous ai donné un exemple, l'entreprise Movion, par exemple, Mhm. qui du coup est plus rentable que ses concurrents parce qu'elle a adopté ce business model de la fonctionnalité. Donc, c'est un changement absolument radical par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Donc, ça montre que ça paye. Et il y a un certain nombre, effectivement, d'exemples qui peuvent être valorisés à l'intérieur des entreprises. Et notamment, je vous conseille le livre sur l'entreprise régénérative de Fabrice Bonifay, que vous connaissez peut-être, hein, qui a été directeur du développement durable de chez Vinci. Euh, et, euh, ou Bouygues, je suis en train de me tromper, je ne sais plus. Bon, en tout cas, d'une de ces grandes entreprises du BTP, et qui cite un grand nombre d'exemples d'entreprises qui ont vraiment opéré ce changement radical avec grand succès. Et donc, on peut concilier la performance économique avec la performance écologique. Ok. Vous pouvez mettre le nom dans le chat, s'il vous plaît? Oui. Je le connais pas. Merci. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Oui, du coup, je crois que c'est à moi. C'est bien ça? Oui, oui. Oui. Bonjour André, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Écoutez, ce que vous avez présenté aujourd'hui m'a fait penser à une étude, ou en tout cas une sonnette d'alerte, mais qui a été tirée il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies, par le Club de Rome. Ma question est, parce qu'à l'époque, ce fameux club a été moqué et pointé du doigt par le monde entier.
le président des États-Unis en tête. Il me semble que c'était Reagan, Ronald Reagan. Qu'est-ce qui changerait, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, à votre avis, qu'on prenne plus au sérieux ce type d'alerte ou ce type de mise en garde par rapport à l'état de la planète et de l'avenir qu'on pourra laisser à nos enfants? Parce que là, voilà. Alors, c'est intéressant que vous mentionniez ce rapport donc, qui est connu sous. Alors, il s'appelle Les limites à la Limite croissance, à la croissance, pardon. voilà, connu aussi sous le nom de rapport Meadows ou rapport du Club de Rapport Rome, Meadows, tout à effectivement. fait. Donc, a été écrit en 1972 par une équipe de recherche du MIT Oui, et qui montre que, effectivement, si on poursuit la croissance, eh bien, on va inévitablement dépasser les limites planétaires avec à la clé ce qu'on appelle enfin, un effondrement socio-économique, c'est-à-dire un effondrement de la production agricole, de la production industrielle et de la population mondiale. Donc, qui a fait grand bruit à l'époque, qui a vraiment secoué parce qu'il attaque directement finalement la colonne vertébrale qui est toujours la même hein, de nos sociétés, qui est la croissance. Et oui, on peut se dire que jusqu'à... Alors, c'est intéressant parce que moi, c'est la lecture de ce livre qui m'a fait prendre conscience, en fait, ben, des enjeux écologiques et qui fait qu'aujourd'hui, je travaille sur les limites planétaires. Donc, merci, merci de le citer. Et la différence, c'est qu'en fait, entre guillemets, leur prédiction s'est révélée vraie, en tout cas sur le dépassement des limites planétaires, c'est-à-dire qu'on peut observer aujourd'hui c'est plus une projection dans l'avenir, parce qu'en 1972, ce qu'ils expliquaient, c'est que si on arrêtait la croissance à la fois démographique et industrielle, eh bien, on pouvait stabiliser finalement le système et éviter le dépassement des limites planétaires. Et bien sûr, ben, nous, ce n'est pas du tout ce que nous avons fait. Et donc, nous voyons aujourd'hui les signes de ces dépassements physiques, de ces dépassements écologiques. Et donc, c'est ça la différence aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas oui, voir. Par contre, la clé, c'est maintenant d'agir, de sortir du déni, ce déni dans lequel on est hein, depuis les années 70 quand même. C'est fou de se dire qu'on avait déjà tous les éléments. Donc, on s'est enferré dans le déni jusqu'ici, mais aujourd'hui, quelque part, on n'a plus d'excuses et en plus, on a vraiment ben, l'urgence d'agir. oui. Merci pour votre réponse. C'est ce qui me fait justement compléter mon observation, en tout cas, ma question par rapport à l'observation de ce qui se passe dans le monde, de la façon dont on brûle certaines forêts, que ce soit en Amazonie ou pas encore en Afrique, mais essentiellement en Amazonie, pour ne pas parler du cas Bolsonaro, entre autres, mais pas que, hein. Ça fait, en tout cas, réfléchir, et pour le coup, ça me range un peu du côté des pessimistes qui sont Audrey, et, je crois, et Charlotte tout à l'heure. Enfin, non, mais en tout cas, c'est très intéressant, c'est toujours bon d'avoir un rappel comme ça, et puis de pouvoir se dire, on a tous voilà, notre grain de sable à pousser, et, merci pour ça. Et bah, je voudrais rebondir là-dessus parce que bah, je comprends parfaitement ce que vous dites. Hein. Et en même temps, pour travailler sur ces sujets depuis plusieurs années, je me suis rendu compte qu'avec le temps, enfin, que finalement, il n'est pas nécessaire ni d'être optimiste ni d'être pessimiste. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes pas dans une situation favorable, très clairement, mais que notre objectif à tous ici, c'est de faire mieux que si on ne faisait rien. Mm. Et ça, c'est potentiellement des milliers ou des centaines de millions de vies qui sont en jeu. C'est-à-dire que, rappelez-vous les points de bascule dont je vous ai parlé. En fait, passer ces points de bascule, c'est des grands bouleversements, c'est une accélération, un emballement des dégâts climatiques, des dégâts sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau, etc. Et donc, la clé, c'est de ralentir les dégradations, d'essayer de les éviter, même de revenir en arrière et d'éviter de passer ces points de bascule. La situation sera très différente si on les passe. Et donc, il vaut toujours mieux s'arrêter juste avant le bord de la falaise que dépasser, que faire le pas de trop. Et donc, finalement, c'est un peu ce que nous disent les scientifiques, chaque dixième de degré compte. C'est-à-dire que si on dépasse les 1,5 degrés, il faut se battre pour les 1,6. Si on dépasse les 1,6, si on atteint les 1,6, il faut se battre pour les 1,7. Et peut-être que tout ça nous permettra, en tout cas, nous mettra dans une meilleure configuration qu'elle n'aurait été si on n'avait pas agi. Donc, finalement, d'arrêter de se poser la question de est-ce que on va pouvoir éviter les chocs? Non, la réponse est non, clairement. Quand on a dépassé cette nuit planétaire, on ne va pas pouvoir éviter les chocs.
Mais le tout, c'est de les minimiser le plus possible. Et ça, c'est des centaines de millions de vies qui sont en jeu. Je n'ai pas eu le temps là, de développer, je le développe dans mon cours sur la plateforme Sator où j'ai 10 heures de cours et donc là, j'ai vraiment le temps de rentrer dans les détails. Mais ça permet de se rendre compte qu'il y a largement matière à faire mieux. Non, on ne sera jamais dans une situation idéale. Oui, on a basculé quelque part hors de l'Holocène, c'est déjà le cas, mais on a vraiment les leviers d'action en main pour essayer de stabiliser la situation et d'éviter vraiment, enfin, d'éviter le pire, quoi. J'aimerais bien vous faire réagir aussi sur un point d'actualité, le prix Nobel d'économie qui a été décerné. Alors certes, il est français, donc on est content, mais le sujet, c'est... alors je connais pas en détail, mais je comprends qu'il travaille sur la croissance et l'innovation. Je me disais, mais en fait, pourquoi un Timothée Parric, on lui donne pas le prix Nobel d'économie? Oui, absolument. En fait, c'est quelque part le prix Nobel du technosolutionnisme. En fait, ce que montre notre prix Nobel français, c'est que, on peut poursuivre la croissance grâce aux innovations technologiques. Ce qui montre qu'on reste dans un déni profond de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de l'économiste anglais Kenneth Boulding, celui qui croit qu'on peut poursuivre une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Voilà, pense que ça résume bien la situation. C'est complètement perdre de vue le monde physique. Et ce monde physique, pourtant, il donne l'alerte. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on conclut ce webinaire. Eh Bah, bien, je vous remercie écoutez, beaucoup pour votre attention. Et surtout, voilà, la clé, c'est le passage à l'action. Et on ne passe jamais à l'action tout seul. Ça, c'est de l'ordre de quasi impossible. On n'est pas des héros, mais par contre, les êtres humains sont plus forts quand ils travaillent en collectif. Et donc, allez chercher des alliés dans vos entreprises pour vraiment impulser le changement dont on a besoin.